quelques petites minutes le temps que tout le monde puisse s'installer. Bienvenue, bienvenue à nos 3 intervenants, bienvenue à vous tous ce soir. Un vrai plaisir de revoir des visages et de découvrir de nouveaux visages. Alors, je vais dire quelques mots avant de bien sûr laisser la parole pour que vous écoutiez et vous puissiez partager aussi avec nos 3 panélistes, mais quelques mots d'abord sur le format et puis quelques mots également sur le pourquoi de cette table ronde, qu'est-ce qui nous a motivés à organiser cette table ronde et à inviter particulièrement nos 3 intervenants ce soir à venir partager leurs expériences et leurs apprentissages. Alors, sur le format, tout d'abord, on a comme vous le voyez, premièrement, la soirée est en hybride, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes dans la salle, mais nous avons également pas mal de participants sur Zoom en webinaire. Et un deuxième élément du format de la soirée, c'est que nous avons souhaité que la table ronde ne soit pas uniquement une table ronde où on vient écouter, mais que ce soit une table ronde, au-delà même d'une table ronde, que ce soit une soirée où on peut partager tous ensemble. Et pour s'assurer qu'on puisse être réellement dans un partage, les participants, les intervenants, et qu'on soit un tout ensemble, on a souhaité, après le temps pur, on va dire, de table ronde où on aura entendu les intervenants, on a souhaité pouvoir avoir, alors ça dépendra de combien on sera d'ici la fin de la table ronde, peut-être qu'on ne fera que 2 groupes, mais en tout cas, on souhaiterait proposer un véritable échange. 2 questions vont être posées aux participants, justement, de sorte à ce qu'on puisse tous ensemble, à partir de ce que les intervenants nous auront dit, qu'on puisse ensemble réfléchir finalement à cette question qui est la thématique de notre soirée, comment devient-on acteur du changement? Comment peut-on devenir acteur du changement? Je vais dire quelques mots donc sur le pourquoi de cette table ronde et puis après nous allons au travers de questions et des réponses de nos intervenants pouvoir être inspirés pour encore une fois comprendre comment nous pourrions tous ensemble devenir des acteurs du changement. Alors je vais déjà me présenter avant de présenter nos 3 intervenants. Je suis Hamdam Nadafi, directrice du Bureau des Affaires extérieures des Bahaïs de France, donc une structure qui représente les Bahaïs de France, mais qui surtout représente les Bahaïs de France dans des projets collaboratifs, dans des actions avec d'autres protagonistes, d'autres acteurs de la société, des projets et des actions qui ont pour but et qui partagent cette même ambition que l'on a de pouvoir contribuer à l'amélioration du monde, de pouvoir devenir des acteurs du changement, des acteurs de la cohésion sociale, des acteurs du vivre ensemble. Et donc, nous, au travers des différents travaux, des différentes analyses et des différentes études qu'on a effectuées au Bureau des Affaires extérieures, nous avons en fait fait un triple constat, on pourrait dire. Le premier constat, c'est que la société est constituée de 3 entités. L'individu, qui finalement est l'entité par qui tout commence, c'est par une volonté d'un individu, c'est par l'action d'un individu qu'un changement peut se mettre en place. Mais un individu peut rapidement être face à des doutes, des questionnements, avoir besoin de soutien. Et une deuxième entité va très naturellement se mettre en place, qui est une entité plus collective. Cette entité collective, elle peut être une association, elle peut être une communauté religieuse, elle peut être une communauté d'habitants, de voisins. En tout cas, au-delà d'être la somme de ses membres, ce qu'on a constaté, c'est que ce qui va faire qu'un collectif devient un acteur, c'est que ces membres partagent une vision commune, partagent une ambition commune et une volonté de faire ensemble. Et on a constaté qu'un 3e acteur était nécessaire dans ce changement, l'individu, l'entité collective. Et le 3e acteur, ce sont, on va dire, les institutions. Pareil, les institutions peuvent être de différentes formes. Il peut s'agir des institutions politiques, administratives, judiciaires, académiques, religieuses. Mais en tout cas, le soutien des institutions est nécessaire à un moment donné pour que cette action individuelle et ce groupe qui s'est mis en place puisse aller encore plus loin dans le fonctionnement et dans le changement que l'on souhaite tous voir arriver. Ça, c'était le premier constat. 3 protagonistes, 3 acteurs, 3 agents actifs du changement. Et donc, ce soir, nous avons justement, on pourrait dire, un représentant de chacune de ces entités. Je vais le présenter dans 2 minutes, mais je voudrais d'abord vous partager les 2 autres constats. Le deuxième constat, c'est que la société est composée de forces.
des forces positives, des forces constructrices, mais également des forces négatives, qu'on pourrait appeler des forces destructrices. Les forces négatives, on les a en tête, ce sont les luttes, les conflits, les préjugés, les discordes, mais il y a également, comme je disais au tout début, des forces positives sur lesquelles on peut s'appuyer, sur lesquelles, et on va en avoir des exemples ce soir, sur lesquelles on peut prendre appui pour aller vraiment plus loin dans ce changement. Ces forces positives, constructrices, vous les connaissez également, le soutien, la fraternité, l'amour universel, tous ces éléments qui nous permettent de puiser en nous, de travailler avec d'autres et d'apporter un changement social dont on a aujourd'hui besoin. Et donc, le troisième constat, c'est que les relations entre les trois acteurs, l'individu, le collectif, l'institution, les relations sont parfois teintées de passion, de lutte, ou en tout cas de préjugés et de discorde. Et on pourrait avoir envie, on pourrait avoir tendance à être pessimiste, à être défaitiste et à se dire que malheureusement, les choses ne changeront pas. Mais on a voulu, au travers de cette table ronde, justement montrer qu'on peut ne pas être défaitiste parce qu'il existe des lueurs d'espoir, il existe des phares d'espoir, que ce soit par des actions individuelles, comme ce dont va nous parler ce soir Hugo Bardoula, que ce soit par des actions collectives, comme Alexandre Vigne va nous en toucher quelques mots tout à l'heure, ou que ce soit par le soutien des institutions, comme Sophie Ménard va également nous en dire quelques mots un peu plus tard. Ces phares d'espoir existent et on a souhaité, comme je vous disais, tout d'abord entendre nos trois intervenants partager leur expérience, leur apprentissage, mais au-delà de ce partage, réfléchir, nous, mais également avec vous, tous ensemble, comment est-ce que ces trois acteurs, l'individu, le collectif et l'institution, comment peuvent-ils travailler ensemble? Comment peuvent-ils coordonner leurs efforts ensemble? Quelle synergie peut se créer de l'interaction entre ces trois acteurs, de sorte à ce que finalement, cette utopie ou ce lendemain auquel nous aspirons tous, à savoir une société juste, une société unie, une société prospère, comment est-ce qu'elle peut se mettre en place? Bienvenue, merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté de venir nous parler de vous dans un premier temps et puis de partager ce que vous avez chacun de vous par votre expérience, par les responsabilités que vous avez, nous partager qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a, quels sont les défis aussi que vous avez rencontrés, mais comment est-ce que ces défis peuvent être surmontés. Et donc, on va entendre tout d'abord Hugo Bardoula. Alors, pour ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux ces derniers jours, vous avez vu qu'on a déjà donné quelques informations sur chacun des intervenants. Et donc, vous avez probablement déjà vu que Hugo Bardoula a créé, entre autres choses en tout cas, mais c'est la raison pour laquelle nous vous avons invité ce soir, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Demain Productions. Une chaîne, en fait, où je vais très rapidement dire quelques mots, je vous laisserai bien sûr en dire plus, mais vous donnez la parole finalement à ceux peut-être vers qui on n'a pas l'habitude avec qui on n'a pas l'habitude de discuter ou avec qui, j'ai envie de dire, on n'ose pas discuter parce qu'il y a peut-être des préjugés qui se mettent en place. Et donc, vous avez un documentaire sur les sans-abri, un documentaire sur l'art de rue, et puis vous avez cette émission qui s'appelle « Il était une fois », où vous donnez la parole aux religions pour qu'elles se présentent. Et est-ce que vous voulez peut-être nous dire quelques mots sur quel a été le point de départ de tout ça? Qu'est-ce qui a motivé ce projet? Bien. Déjà, bonjour tout le monde. Merci d'être venu ce soir. Moi, en fait, à la base, c'est parti déjà d'un besoin. Déjà un besoin de créer. C'est assez égoïste finalement. Je crois que c'était vraiment quelque chose. J'avais besoin de créer quelque chose. J'avais besoin aussi d'apprendre. C'était vraiment, je suis quelqu'un de très curieux. Et j'avais besoin de transmettre. Parce que c'est vrai que la connaissance, si elle n'est pas transmise, à mon sens, ça n'a pas vraiment un grand intérêt. Donc voilà, j'ai fait ce constat-là. Et je me suis rendu compte que la vidéo, c'était un média très puissant et fort. Ça m'a tout de suite beaucoup parlé. Et on pouvait du coup transmettre cette connaissance et en même temps laisser parler les émotions. Donc la connaissance liée à l'émotion, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup parlé. Donc le documentaire, en fait, le format documentaire, c'est venu assez naturellement dans cette logique-là. Et donc voilà, ça c'est pour la forme. Ensuite, le fond, pourquoi parler de religion? Comme vous l'avez très bien dit,
J'aime en fait laisser la parole aux gens parce que je ne me mets pas en avant dans cette chaîne, je laisse vraiment la parole à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être mis en avant, en tout cas pas comme ça. Et la religion, je suis parti d'un constat, c'est que soit ce sont les religieux qui vont parler de religion, mais ça va être quelque chose d'assez interreligieux et ça ne va pas être disponible ou pas forcément accessible pour le reste des gens. Soit c'est des gens qui ne sont pas du tout dans la religion, mais qui vont parler de religion pour, ça va être un prétexte en fait médiatique, géopolitique, et on s'éloigne totalement en fait de la base même en fait du message religieux. Donc tout simplement en fait c'est assez simple. Mais je suis allé voir des religieux et je leur ai posé des questions très basiques sur la religion, sur leur religion, et donc dans un format assez court, assez ludique, parce que c'est disponible sur YouTube, c'est disponible, donc, comme je disais, à vraiment tout le monde, ça va vraiment sortir de ce schéma interreligieux et vraiment être accessible à tout le monde. Donc voilà. Par exemple, la première saison, entre guillemets, que j'ai fait, c'était sur le christianisme, le judaïsme et l'islam, parce que c'était les religions les plus connues, en fait. En France, de fait, c'est les religions les plus pratiquées, qui sont vraiment ancrées dans la culture. Et donc voilà, de parler de notions comme, par exemple, Pâques, l'ascension, enfin, c'est des notions qu'on a tous en tête, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, aller voir un religieux qui parle de ces notions, qui les explique simplement. C'était un peu le but de base. Et ensuite, donc j'ai fait ces 3 religions-là et je me suis dit c'est quand même dommage, qu'il y a plein d'autres religions sur lesquelles qui méritent en fait d'avoir encore plus de lumière que les premières. Donc je suis allé voir 5 autres religions. Donc les Baha'is. C'est comme ça du coup qu'on s'est rencontrés et c'est grâce à ça que je suis là ce soir. Le shintoïsme, le sikhisme, le bouddhisme et l'hindouisme. Donc voilà, il y a quelques vidéos qui sont sorties pour l'instant sur la chaîne et elles vont sortir ensuite au fur et à mesure, petit à petit, jusqu'à pendant 3 mois. Donc voilà, c'est des petites vidéos courtes de 2 minutes maximum. Il y en a qui dépassent un peu les 2 minutes. Mais dans l'idée, c'est ça. Pour faire assez comme ça, j'ai pas été trop long. Non, c'est très bien. Je vous propose, il y aura bien sûr un temps de questions, donc n'hésitez pas à noter dès à présent toutes vos questions pour pouvoir les poser un peu plus tard. Merci beaucoup pour cette introduction, en tout cas, et ces premiers éléments sur le pourquoi de ce projet. On va passer à Alexandre. Alexandre Vie. Alors, comme je disais, vous êtes en tant que collectif, on va dire, pour l'entité, comme je l'ai dit en introduction, l'association, en tout cas, l'association CIEU. Mais ce qui déjà va être intéressant, c'est de voir que finalement, tout est lié, puisque certes, vous parlez aujourd'hui de l'association CIEU, mais avant tout, c'est une initiative individuelle, puisque vous avez fondé l'association CIEU. Donc, l'association CIEU, qui signifie Comité interreligieux pour une éthique universelle et contre la xénophobie, donc vous avez fondé en 2005. Je voudrais simplement lire quelques objectifs de l'association avant de vous laisser la parole pour nous expliquer également d'où est parti ce projet et comment est-ce que vous en êtes venu à créer ça. Dans les objectifs de l'association sur le site, il est mentionné réunir des hommes et des femmes de toutes conditions, nationalité, couleur, origine, religion ou sans religion, afin de favoriser le vivre ensemble en bonne harmonie, en toute conscience de leurs différences religieuses ou culturelles, pour un moment de fraternité et de paix, dans un dialogue à l'échelle locale, développer une éducation citoyenne par le dialogue et réduire le risque de xénophobie. Quelques-uns des objectifs, on pourrait en dire beaucoup plus, mais je ne voudrais pas en dire plus parce que justement, j'aimerais qu'on vous écoute directement et que vous puissiez nous dire d'où vient ce projet et comment est-ce que tout ça s'est mis en place. Merci, chère Hamda, merci de votre invitation. Merci au Bailli de France de cette initiative et très heureux, très honoré de commencer ce beau programme ainsi. Alors, c'est une introspection que vous me demandez, parce que effectivement, c'est vrai, vous avez raison. Je pense que les actions collectives commencent d'abord par des actions individuelles. Et quels sont les résultats, effectivement, d'actions individuelles et aussi de choix. Ça, c'est vrai. Alors, je pense que ce que disait Hugo est très intéressant. Il explique, lui, par sa curiosité et son goût des autres. Je crois que je me retrouve aussi dans cette définition.
sûr que je rajoutais quelque chose, c'est dans ma foi. Ma foi m'invite aussi à aller à la rencontre des autres. Je suis chrétien, et c'est vrai que les chrétiens laissent toujours une place à l'étranger. Vous savez, lorsqu'on est à table, on reçoit un repas, on met toujours celui qui vient pour la première fois à la maison, en premier, en priorité, à sa droite chez les chrétiens, soit la maîtresse de maison ou celui qui reçoit. C'est vraiment une tradition chez les chrétiens de laisser la place à l'autre. Et donc, comme chrétien, finalement, j'ai plutôt une foi qui m'invite à aller à la rencontre des autres. Mais je pense que j'ai aussi une foi qui considère que Dieu est plus grande que ma propre foi. Ma propre foi n'englobe pas Dieu. Dieu la transcende de toutes parts, et il est une lumière dont ma foi arrive à capter une partie des parcelles. Mais je pense que les autres religions ont également ces lumières-là en elles, et qu'elles se retrouvent aussi. Donc, pour parfaire ma foi, aller à la rencontre des autres qui croient et qui ont des pratiques religieuses, c'était aussi une motivation, évidemment. Et aussi de ceux qui ne croient pas. Je reviendrai tout à l'heure. Mais à l'origine, au tout début des années 2000, l'origine se situe là. Certains n'étaient pas encore nés, mais que est né vraiment ce goût pour le dialogue interreligieux au sein même de ma foi. Et à l'époque, en tant que chrétien, et même je dirais en tant que catholique, c'est vrai que le pape nous invitait, pour passer le 3e millénaire, pour arriver au 3e millénaire, à purger tout ce qui avait été mal fait dans l'Église auparavant. Il voulait que l'Église arrive vraiment lavée de tous ses péchés. Et il y en avait un certain nombre, évidemment, à confesser. Je ne vais pas tous les énumérer, mais notamment un qui était l'affaire Galilée. Le fait de la condamnation de ce grand scientifique en 1600, un peu après 1600, début du XVIIe siècle, qui a été invité à abjurer, en quelque sorte, ce qu'il pensait. Il pensait que Dieu avait créé un univers qui ne voulait pas dire infini, parce que seul Dieu était infini, mais enfin, qu'il définissait comme indéfini. Et puis surtout que la Terre n'était pas au centre de l'univers, et puis que c'était pas les étoiles qui tournaient autour, mais c'était l'inverse. Et partout autour des étoiles, c'était des soleils, pareil aux nôtres, et donc il y avait pour lui des planètes. Et certains philosophes disaient, mais s'il y a des planètes, c'est donc qu'il y a la vie, parce que Dieu ne fait pas les choses sans rien. Le pape a demandé pardon pour cela, et l'Église a effectivement demandé pardon en 1992 exactement, sauf que dans son rapport, le rapport de l'Église, tous les motifs n'étaient pas indiqués pour demander pardon. Donc j'ai voulu effectivement parfaire cette repentance en quelque sorte en publiant un grand ouvrage, Dieu, l'Église et les extraterrestres, avec des théologiens du monde entier, des théologiens catholiques, bien sûr, parce que ça concernait une affaire catholique à l'origine, et d'instituts universitaires catholiques, où de grands théologiens ont écrit, notamment aussi un Américain, l'astronome du Saint-Siège, pour dire qu'effectivement, Dieu était plus grand encore que ce qu'on pouvait en croire, que Dieu avait pu créer d'autres mondes habités à l'époque. Donc, je reviens un petit peu sur Terre maintenant. J'ai quand même publié cet ouvrage, mais à la fin de cet ouvrage, il y avait une recommandation, le dialogue interreligieux. Si d'autres mondes existent, c'est possible, on ne sait pas, mais en tous les cas, ça veut dire que dans l'ordre général de la création, nous sommes invités au dialogue, à la rencontre des autres. Et donc, j'ai envoyé cette invitation, bien sûr, au Saint-Siège, qui m'a répondu aimablement en me remerciant pour cet ouvrage. Donc, c'est un ouvrage qui a été plutôt bien perçu, quand même. Mais concrètement, je voulais en savoir plus. Que pensaient les autres religions de cette possibilité d'autres mondes habités? Et donc, je frappais à la porte des lieux de culte. C'est comme ça que j'en viens petit à petit à Cieux, en 2000, 2001, 2002, 2003. Je frappais aux portes des synagogues, des mosquées, des églises, bien sûr, des temples bouddhistes, hindouistes, et je leur posais la question, d'abord, à ce sujet. Et donc, on organisait des petits workshops, des ateliers à l'intérieur. Voilà. Et ce faisant, en interrogeant monsieur le rabbin, monsieur le curé, monsieur le pasteur, monsieur l'imam, je me suis aperçu que personne ne connaissait personne. Dans un quartier, le rabbin ne connaissait pas le curé, qui ne connaissait pas forcément le pasteur, ni que le pasteur connaissait l'imam. Enfin, parfois même aussi, ne serait-ce que le maire, tout simplement, de la ville. Enfin, il y avait très, très peu de dialogue. Et je me suis dit, il faut peut-être commencer par ça. Alors, donc j'ai lancé l'association Cieux en 2005.
pour inviter bien sûr à réfléchir sur toutes ces questions, un petit peu qui nous dépassent, mais aussi plus terre à terre. Voilà. Et concrètement, c'est comme ça que l'association est née en 2005. D'accord. Intéressant. Je n'avais pas toute cette première partie de l'information, de l'historique, donc c'était intéressant en effet d'avoir l'historique et de voir d'où est partie la volonté de créer CIE et de créer ce dialogue avec les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va rentrer après dans le détail justement du fonctionnement et de ce que peut apporter chacune des entités dans un changement. Hein. Mais le premier temps, c'est vraiment d'apprendre très rapidement à se connaître un peu mieux. Et donc, Sophie Ménard, pardon, vous êtes secrétaire nationale des Bahaïs de France, donc secrétaire de l'Assemblée nationale des Bahaïs de France, qui est un collège de 9 personnes élues chaque année, sans campagne ni candidature, et le mandat donné aux institutions bahaïs est, entre autres responsabilités, de promouvoir et coordonner les efforts visant à améliorer les conditions sociales, matérielles et spirituelles de la société, et d'exercer une influence positive sur le bien-être de l'humanité, de promouvoir l'éducation, la paix et la prospérité mondiale. Alors, je vous donne la parole, peut-être, pour nous dire en effet, j'imagine que l'historique est différent, puisque de l'introduction, on comprend que vous n'avez pas nécessairement choisi, en tout cas ce mandat-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots juste sur votre mandat ? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde et pour cette riche déjà participation de nos intervenants. Et puis aussi, merci beaucoup au Forum 104 à qui j'ai envie de rendre hommage parce que c'est un forum qui encourage ce partage des cultures, des spiritualités et c'est un espace en lui-même auquel voilà, j'accorde de l'importance personnellement et je trouve que c'est magnifique que ce genre d'espace existe justement à Paris, où on peut croire qu'on est loin de toute cette réalité. Alors oui, effectivement, le Conseil national fait qu'on ne choisit pas, donc ce n'est pas un but auquel on aspire, mais c'est bien un service auquel on est appelé. Donc, en ce sens, on se sent vraiment être au service, et donc je me sens être au service comme secrétaire national pour cette année. Et effectivement, c'est un mandat avec une responsabilité collégiale. Donc, bien que j'ai un mandat spécial de secrétaire, le fonctionnement fait que c'est vraiment le collège de ces 9 personnes qui prend les décisions, qui consultent ensemble, on y reviendra sur la question de consultation, mais qui a une prise de décision vraiment collective, ce qui fait que dans un sens, mon rôle est un peu déchargé, puisque tout revient à ce collège de personnes comme responsables en fait, et donc c'est très intéressant aussi comme innovation, je crois. Et voilà, je ne vais pas enchaîner parce que j'ai peur de trop en dire. Merci beaucoup. Alors, nous voulions dans un deuxième temps, avec des questions plus spécifiques à chacun de vous trois, peut-être commencer par Hugo. Et donc, on a déjà eu des éléments pour comprendre d'où vient le projet et pourquoi ce projet-là, mais on a tous envie de faire des choses, on a tous des idées en se disant tiens, mais on voit tel et tel élément autour de nous qui ne va pas bien, qui a besoin d'être amélioré, mais souvent on a du mal peut-être à passer à l'action. Et donc une question, c'est comment est-ce que, en parlant de vous-même bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler pour les autres, mais la question c'est comment est-ce qu'on passe en fait de la prise de conscience à l'action. Sans doute qu'il faut une organisation, certainement des défis ont dû être surmontés. Donc, ouais, qu'est-ce qui a permis à un moment donné de passer de la volonté à l'action? Alors, c'est une vaste question. Tout d'abord, déjà, il y a un constat, en fait. On a tous des sensibilités différentes, je pense. On a tous... Là, on a, j'imagine, autour de cette table des sensibilités assez similaires, mais l'important, c'est de trouver vraiment des sensibilités qui vous animent, parce qu'il faut aimer la cause qu'on défend. C'est là-dedans qu'on va puiser en fait, notre motivation. Donc, je pense que la base, c'est vraiment ça, c'est de trouver les choses qui nous animent, quoi.
moi, justement, comme vous disiez tout à l'heure, l'unité dans la diversité, le vivre ensemble, le multiculturalisme, déconstruire les préjugés, c'est des notions qui m'ont vraiment beaucoup parlé. Donc voilà, aimer ce qu'on fait, c'est vraiment la base de la motivation, surtout en tant qu'individu, parce que je représente aujourd'hui l'individu. Donc effectivement, quand on est tout seul, il n'y a personne pour nous motiver. Enfin, c'est vraiment qu'on reste focus sur notre lancée, du début à la fin, parce que des fois, c'est des projets, enfin moi je parle, ce que je connais en tout cas dans la vidéo, c'est des projets qui peuvent durer plusieurs mois. Donc il faut vraiment rester motivé du début à la fin, aller jusqu'au bout de son projet. Donc ça, c'est vraiment un premier défi. Et ensuite, donc la façon de se lancer, il n'y a pas vraiment de secret en fait. Je pense qu'on peut, déjà il faut avoir une préparation. Moi pour mon cas, c'est vraiment du coup, j'écris, enfin je viens pas comme ça à l'arrache dans les endroits avec ma caméra. J'écris un petit peu mes sujets en avance. Je me documente aussi beaucoup parce que c'est bien souvent c'est des religions que je connais absolument pas. Donc je me documente beaucoup. Donc voilà, se préparer, une grosse préparation, c'est important, mais c'est pas le plus important. Si c'est primordial, une bonne préparation, mais au bout d'un moment, il faut se lancer, accepter que ça ne sera pas parfait et que ça sera forcément différent de ce qu'on a préparé. Ça, c'est évident. Se confronter à la réalité, c'est bien. Et parfois, en se confrontant à la réalité, c'est là aussi qu'on crée des choses qu'on n'avait pas forcément prévues et qui sont aussi mieux peut-être que ce qu'on avait pu imaginer. Donc voilà, la préparation c'est bien, mais je pense que l'adaptation c'est aussi quelque chose de très important. On va voir la meilleure des préparations, il faut savoir s'adapter sur le terrain. Ensuite, les défis, il y en a beaucoup. En tout cas, dans la vidéo, il y a tout le temps des défis. Déjà des défis techniques. Donc, on doit maîtriser la forme, qui est quand même très importante. Donc, il y a des caméras à installer, il y a de la lumière, il y a du son, tout doit être de bonne qualité. Et c'est vrai que tout seul, parfois, on pêche un peu. Vous avez pu voir quand on est sur un tournage, parce qu'il y a, ok, la forme, ça doit être impeccable, mais il y a aussi le fond. Donc, le fond, c'est quoi? C'est discuter avec la personne en face de nous, la mettre à l'aise, la mettre en confiance, récupérer le contenu qui nous intéresse. Donc, gérer tout ça tout seul, c'est assez limité et bien souvent, en termes de technique, on est limité. Donc, voilà. Ensuite, trouver des personnes aussi, c'est compliqué, surtout en tant qu'individu. Peut-être que vous pourrez nous le dire, mais en tant que collectif ou en tant qu'institution, déjà, on a un bagage derrière, on a un argumentaire un peu plus intéressant. Moi, quand j'arrive, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une bonne préparation, il faut savoir défendre son projet, parce que si on arrive et qu'on est un peu hésitant sur le projet, la personne en face de nous va pas nous faire confiance, surtout quand on parle de religion ou de sujets, vous parliez tout à l'heure de la vidéo que j'ai fait sur les sans-abri, c'est des sujets qui peuvent parfois être un peu délicats à traiter. Donc, voilà, il faut mettre en confiance les gens, trouver les bonnes personnes et les convaincre de participer au projet. Trouver les bonnes personnes aussi, ça peut être compliqué parce qu'il faut trouver des personnes qui maîtrisent à la fois le sujet sur lequel on les questionne et qui soient aussi à l'aise face à la caméra. Même si personne n'est vraiment à l'aise face à une caméra tous les jours, parce que moi, à côté de ça, c'est mon métier aussi, je fais des vidéos pour des vidéos de communication pour les entreprises. Donc, je sais très bien que face à une caméra, personne n'est vraiment à l'aise. Mais trouver une personne qui, quand même, ne perd pas totalement ses moyens face à une caméra et qui, en même temps, maîtrise son sujet et qui, en même temps, est intéressé par le projet, ça, c'est assez complexe. Mais voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment aimer la cause qu'on défend pour garder cette motivation et aller jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, même si entre la préparation et le résultat final, il y a parfois un grand écart, mais c'est le jeu. Et voilà. Si je peux donner vraiment qu'un seul conseil, c'est se lancer. On va sûrement tomber quelques fois, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on aura essayé, on aura fait notre mieux.
Je n'aurais pas mieux dit. Et peut-être pour dire aussi que ce que je trouve intéressant dans votre expérience, c'est que ce que je disais, c'est toujours, mais qu'est-ce que je peux faire? On pense qu'on n'a pas, on se demande toujours quels sont mes talents, quelles sont mes capacités. Évidemment qu'on en a tous. Et parfois, c'est peut-être les choses les plus, alors pas simples dans le sens facile à faire, mais les choses les plus évidentes qu'on n'arrive pas à voir. C'est-à-dire que vous, c'est votre métier de faire des vidéos, en fait. Donc, c'est utiliser cette capacité que vous avez déjà appris à développer et de la mettre au service d'une cause qui vous tient à cœur. Donc, je trouve aussi intéressant de se dire que on sait tous faire des choses. Comment est-ce qu'on arrive à mettre le doigt sur une des choses qu'on sait faire pour la mettre au service du collectif? Finalement, c'est ce que vous avez fait. C'est ça. Moi, je parle de ce que je connais, donc de la vidéo, mais je pense que c'est assez universel. Si je savais écrire des livres ou écrire des articles, enfin, je ne sais pas, il y a vraiment une infinité. Je pense que chaque personne a un talent ou une compétence et il suffit juste de la mettre au service d'une cause qui nous tient à cœur. Vous avez raison, c'est vraiment aussi simple que ça, finalement. Pas facile, mais en tout cas simple. Merci beaucoup. Et donc, on voit bien qu'il faut démarrer, il faut faire ce premier pas, et comme vous l'avez dit, en sachant que parfois on va avoir des défis, parfois on ne va pas avoir le résultat aussi parfait qu'on le voulait, mais en tout cas c'est en faisant qu'on peut améliorer ce qu'on fait. Et donc vous l'avez dit, en effet, peut-être que le fait d'être dans une association, ça peut apporter un soutien particulier. Et donc la question est... alors, le collectif ou l'entité collective ou l'association, on peut l'avoir de deux dimensions. C'est-à-dire qu'à la fois, j'imagine, elle apporte un soutien à ses membres, mais c'est au-delà d'une somme d'individus qui la composent. Une association peut aussi être une entité actrice, en fait. Donc, c'est pas uniquement réunir des personnes, c'est aussi faire ensemble des choses et c'est devenir, en tant qu'association, un acteur du changement. Et donc, comment est-ce qu'une association, un collectif peut comme ça être un acteur du changement? Et qu'est-ce qui sous-tend cette organisation? Qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'une association, un collectif, puisse devenir un acteur du changement? Grande question, cher Hamda, mais je pense que d'abord, il faut partir d'un constat. Une association se réunit pour traiter un problème d'une manière qui n'a jamais été traitée. Et pour essayer, par ajustements successifs, d'apporter une solution concrète, la plus efficace possible. Voilà. C'est l'intérêt des associations d'être des laboratoires, je dirais, en mouvement et de terrain. Et quand c'est le cas, quand une association apporte une solution sociale ou autre à un problème, alors effectivement, en France, en tous les cas, les pouvoirs publics s'y intéressent pour développer cette même solution au niveau national. C'est ce qui s'est passé pour notre petite association qui, en ce sens-là, est une réussite puisqu'elle a été agréée par l'Agence du service civique, établissement public, puisqu'elle est également soutenue par la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, puisqu'elle est soutenue par des préfectures. Vous voyez, alors en pays de laïcité, on pourrait se dire, mais comment ça se fait qu'une association interreligieuse soit soutenue autant par les pouvoirs publics? Je peux vous dire que sans eux, on n'irait pas loin. Parce qu'on n'est pas aidé par les religions financièrement. Aucune communauté religieuse n'aide financièrement l'association. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Si elle le faisait, on ne refuserait pas. Mais c'est ainsi. Et donc, on est bien content d'être aidé ainsi par les pouvoirs publics parce qu'on peut prolonger notre action. Alors, la solution qu'on a trouvée, effectivement, à ce constat, je frappais à la porte des lieux de culte, synagogues, églises, mosquées, temples bouddhistes, hindous, etc. Et je voyais que les uns et les autres ne se connaissaient pas, finalement. Donc, comment les inviter à la rencontre, à se retrouver et organiser ensemble quelque chose avec les non-croyants, les sans religion du quartier? Tout simplement, à tour de rôle. 2 fois par an, 2-3 fois par an, tour de rôle. Et quand c'est autour des sans religions à la mairie, et aussi sur un type de dialogue qui était très innovant à l'époque. À l'époque, au début des années 2005, il y avait des dialogues interreligieux. Il y avait des dialogues interreligieux, mais qui étaient surtout bilatéraux, c'est-à-dire entre juifs et chrétiens. C'est la première l'association judéo-chrétienne de France, dans les années 50,
entre juifs, chrétiens et musulmans. C'est la seconde association créée, la Fraternité d'Abraham, quelques années plus tard. Les bouddhistes n'étaient pas invités au dialogue. Il revient vraiment à l'association CIEU d'avoir invité les bouddhistes aux rencontres, qui étaient dans leur coin quelque part, qui ne demandaient rien d'ailleurs, mais enfin en tous les cas, qui n'étaient pas associés. Et puis, alors, bien sûr, les Bahaïs n'étaient pas non plus associés. Donc, oui, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on peut pratiquer le dialogue interreligieux tout en rejetant, tout en mettant de côté. Donc, le dialogue interreligieux, en tant que tel, c'est un mot qui est... Enfin, c'est une notion qui est généreuse, mais qui peut parfois cacher une certaine forme de discrimination. Les sans-religion n'étaient pas non plus les non-croyants invités. Et donc, lorsque j'ai proposé effectivement que les non-croyants soient invités, j'ai eu un certain nombre d'opposants qui ont dit « Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces non-croyants, dans un dialogue interreligieux puisqu'ils ne croient pas, qu'est-ce qu'ils viennent faire ?» C'est simple, mais en même temps, oui, mais c'est oublier que ce sont des citoyens qui participent à l'intérêt général, qui recherchent le bien commun, qui ont pu croire par le passé, qui en tous les cas peuvent avoir une culture générale, religieuse aussi, et donc leur présence est la bienvenue. Mais ça n'a pas été simple. Et donc, alors, comment ça s'est fait concrètement? Alors ensuite, il y a le désir aussi d'innover par le dialogue participatif, faire en sorte que dans les dialogues interreligieux, tout le monde ait la parole, pas seulement les intervenants. Alors à l'époque, il y avait de prestigieux intervenants, bien évidemment, hein, qui parlaient de manière remarquable, mais bon, après la conférence, chacun parlait dans son couloir. Il y avait peut-être un petit temps d'échange entre eux, et encore, quand ça arrivait, on tendait timidement le micro à la salle, qui posait quelques questions, et c'était terminé. À la fin, on repliait les chaises, et c'était fini. Les intervenants n'étaient pas du quartier, les participants non plus, ils venaient d'un peu partout, et donc, on ne valorisait pas à l'époque les religions telles qu'elles se pratiquaient dans les quartiers. C'est-à-dire les communautés religieuses de quartier, qui sont animées, il faut voir, avec quelle énergie par les responsables de communauté, n'étaient pas du tout associées aux rencontres interreligieuses. Donc l'idée de CIEU, c'était ça, c'était de faire en sorte que les intervenants soient du quartier. On invite monsieur le curé, monsieur le pasteur, monsieur le rabbin, monsieur l'imam, etc., le vénérable, très bien. Ça fait beaucoup de monsieur, ça. et donc, dans un second temps, après qu'ils aient parlé chacun, et bien sûr, monsieur ou madame la maire, pour les sans-religion, au titre général, on a organisé des petits groupes. C'est-à-dire l'assistance se réunit en petits groupes, on tourne les chaises, tout simplement, 5, 6, 7, hétérogènes, hein, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, sans-religion, enfin tout le monde, et chacun lance le dialogue. Et on demande à ce qu'il nomme à chaque fois une rapporteuse de préférence, de façon à ce que la parole soit donnée aussi aux femmes, qui fassent un compte rendu généreusement ensuite de ce qui a été dit durant les petits groupes. La fois dernière, Ramnam, hein, vous étiez dans un groupe où vous aviez la mission de nommer une femme, sauf que comme il n'y avait qu'un seul monsieur, très généreusement, vous avez nommé ce monsieur comme porte-parole. Bon, enfin... On a respecté la consigne, la minorité a eu la parole, c'était l'homme. C'est ça, exactement. Mais ce dialogue participatif ouvert à tous, honnêtement, à l'époque, n'était pas admis totalement. C'est-à-dire, à l'époque, les responsables de communauté étaient ceux qui avaient la parole, et les simples fidèles n'avaient pas à s'en emparer, qu'est-ce qu'ils allaient dire. Bon. Et je me souviens, c'est une petite anecdote après mais la première rencontre faite sous ce format-là, avec des ateliers, a créé chez monsieur le curé, parce que ça se passait dans une paroisse, une émotion, vraiment, il était dans tous ses états. Il dit, qu'est-ce que c'est que ces tables rondes? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Ça consiste en quoi, se parler les uns les autres? Enfin, il était dans un état pas possible. Et après, il a compris pleinement, effectivement, l'intérêt, et il a encouragé, accompagné. Et vous voyez, maintenant, l'ensemble des communautés religieuses participent à ces rencontres, et très facilement, le dialogue entre simples fidèles et non-croyants est très bien admis et compris, et c'est une vraie solution pour favoriser, promouvoir le vivre ensemble. Donc, je crois que c'est cette petite solution-là qui a été apportée, et à travers une association, tout simplement, une petite solution qui maintenant se développe, non seulement en France, mais aussi à l'international. Vous allez dire que se développe même au-delà maintenant de la France. Oui, parce qu'en France, on a ce qu'on appelle la laïcité, mais la laïcité, ce n'est pas quelque chose qui est contre les religions.
lorsqu'elle est bien exprimée, bien vécue, bien pensée, elle permet une certaine forme de pondération entre les différentes religions. Pourquoi? Parce que en fait, la pondération qui est demandée, c'est pas de limiter sa foi ou ses convictions, c'est de l'exprimer de manière modérée. Et on peut avoir une foi très profonde et l'exprimer de manière modérée. Mais ça, cette laïcité-là, elle est extrêmement favorable au vivre ensemble. Parce que, bien sûr, elle est favorable aux minorités. Elle évite que les minorités soient écrasées par les majorités, d'une part. Et puis, elle permet effectivement un vrai dialogue. Et certains pays qui sont nés sur la base de la défense des religions, je parle, bon, bien sûr, aux États-Unis. Les États-Unis est un pays extraordinaire qui défend les religions, mieux encore, on peut le faire même en France. Mais en revanche, pour le dialogue interreligieux, je peux vous assurer qu'il y a une peur d'organiser des dialogues sur la base de l'échange. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait une parole qui puisse heurter une communauté, une personne, etc. Donc, il y a des dialogues interreligieux aux États-Unis, mais qui sont caritatifs. Hein, on apporte des couvertures l'hiver, on donne des repas chauds, etc. Ensemble, on fait des choses. Et à travers cela, on dialogue entre personnes de convictions différentes. Mais le dialogue tel que nous, on le pratique en France, à savoir le dialogue interreligieux de quartier, tout simplement entre des personnes de différentes convictions, aux États-Unis, on a peur de l'organiser. Donc pourquoi la laïcité a permis de libérer la parole, libérer les convictions et créer des espaces qui n'existaient pas. Des espaces qui étaient fermés par des murs visibles et des murs invisibles. Les murs visibles, c'était ceux des lieux de culte. En France, on a une distribution spatiale des lieux de culte qui est assez déséquilibrée, de fait de l'histoire du pays. Pas seulement. Lorsque la Révolution française, les cultes étaient reconnus. Les synagogues avaient le droit d'être construites, les temples protestants aussi, mais toujours dans des petites rues. Les temples protestants, oui, il y en a beaucoup en France, ils ont des façades d'immeubles. À l'Haussmann, mais quand même, c'est des façades d'immeubles. Les deux grandes synagogues que nous avons à Paris, la grande synagogue de la Victoire, elle est sur une petite place, vraiment, il faut la regarder, c'est difficile. L'autre grande synagogue, celle de Notre-Dame de Nazareth, de la rue Notre-Dame de Nazareth. La rue Nazareth, elle est moins grande que cette salle en largeur, elle est moins grande, peut-être 2 ou 3 mètres de moins. Et on a une immense façade qu'on ne peut pas voir, parce que de fait, on ne peut pas se reculer. Donc, vous voyez, il y a une distribution. Je ne parle pas des mosquées, c'est pareil, qui sont souvent. Les synagogues aujourd'hui sont encore, vous voyez, on ne sait pas que ce sont des synagogues. Donc, on ne voit en France dans la distribution spatiale que des grandes églises et catholiques. Donc, il y a effectivement un déséquilibre de ce point de vue-là. Donc, il y avait des murs réels entre les lieux de culte. Et puis, bien sûr, des murs invisibles aussi. Les murs invisibles, c'est la réticence vis-à-vis des autres, les préjugés, la xénophobie, la christianophobie, l'islamophobie, bien sûr l'antisémitisme et le rejet en général de ce qui ne se ressemble pas. Ça existait. Donc, pour finir de répondre à votre question, Cham Hamdan, j'en termine. Lorsque vous posez la question, quelles sont les qualités qu'il faut, le soutien pour parvenir à créer une synergie, c'était simplement d'ouvrir les portes. Frappez, on vous ouvrira, dit Jésus. C'est vrai, il suffit de frapper, la porte s'ouvre. Et d'ailleurs, la première rencontre qui s'est passée comme ça, c'était à La Roquette, j'en termine par là, dans le 11e arrondissement. L'église est en face pratiquement d'une synagogue. Le curé me dit, on aimerait bien entrer en contact, mais on ne sait pas, ils ne répondent pas, etc. Bon, un dimanche matin, avant la messe, à 9h, j'ai frappé à la porte de la synagogue. Le président m'a ouvert, il me dit, mais on attend que ça. Et c'est comme ça que c'est parti. La semaine suivante, le dimanche suivant, il y avait 100 personnes de la paroisse dans la synagogue, etc. Voilà, frappez, on vous ouvrira. C'est ce que disait aussi un peu Hugo. Hein. C'est ça, il faut oser se lancer et puis ensuite, ça vient. C'est ça. J'allais dire, vous dites exactement, finalement, le mot d'ordre de vos 2 interventions, c'est il faut frapper à la porte. Il ne faut pas hésiter à aller frapper à la porte de... J'allais dire l'autre, pour que l'autre, justement, ne soit plus un autre qu'on ne connaît pas, mais devienne véritablement une personne que l'on connaît, que l'on côtoie. Donc, allons toquer à la porte de nos voisins, tout simplement. Alors, merci beaucoup pour ces éléments, puisqu'on voit notamment, en effet, dans votre intervention, comment est-ce que tout part d'un individu, mais un collectif, et vous l'avez dit au début aussi, vous avez le soutien des institutions. Donc, les institutions ne sont pas à négliger dans ce changement de société que l'on cherche tous à avoir. Et donc du coup, je me tourne vers Sophie Ménard. Alors, évidemment, là, on est sur une institution qui est différente des institutions auxquelles Alexandre faisait référence, mais
pour parler de l'institution que vous représentez aujourd'hui. Quel est le rôle de cette institution dans laquelle vous êtes engagé? Et peut-être aussi, auriez-vous quelques mots sur comment est-ce que une institution, en tout cas pour parler de l'institution Baha'i, comment est-ce qu'elle travaille de concert avec l'individu et le collectif, puisque c'est aujourd'hui le sujet de notre rencontre. Comment est-ce qu'on crée des liens quand on est une institution entre les deux autres entités de la société? On organise des tables rondes et on crée du lien. Effectivement, pour répondre peut-être à cette question, on a besoin peut-être ici de présenter un tout petit peu la vision de Baha'u'llah, puisque c'est celle qui anime l'institution et puis les acteurs. Et donc, la vision de Baha'u'llah pour l'humanité, c'est qu'en fait, tous les êtres humains ont été créés pour participer, pour travailler à l'amélioration du sort du monde. Et donc, partant de cette compréhension, on a vraiment une ferme conviction que plus les qualités, donc en développement, plus les qualités de coopération, d'assistance mutuelle se manifestent ou sont manifestées dans un groupe ou à l'échelle, bien sûr, d'un État, d'un peuple, eh bien, plus la société humaine progresse et prospère. Donc, on envisage dans cette construction, en fait, un travail vers ces coopérations, vers cette assistance mutuelle. On a en fait tout simplement la conviction que nous formons tous une même famille humaine. Et donc, bien sûr, il y a des différences. Et bien sûr que nous serons peut-être toujours différents, mais ce n'est pas la différence qui va nous empêcher de construire ou d'améliorer ce monde, mais c'est plutôt comment nous allons apprendre à fonctionner ensemble. Comment nous allons l'un ouvrir la porte, l'autre l'un toquer à la porte, l'autre ouvrir la porte. Et ensuite entrer ensemble. Et ensuite consulter ensemble, enfin, travailler ensemble. Donc c'est vraiment un projet en fait, cette vision. Et ça, évidemment, ça détermine le rôle du coup des acteurs, parce que si on parle des trois acteurs, si on parle d'individus, du collectif et de l'institution, si on a cette vision, ça veut dire qu'on a besoin de travailler d'abord sur chacun de ces acteurs, c'est-à-dire l'individu doit participer à une certaine transformation, pour pas dire voilà, il n'y a pas le choix pour participer à cette élaboration, il faut passer un peu dessus mes préjugés. Il faut travailler sur soi. Il faut que je mette de côté parfois mes préférences. Donc, il y a bien sûr un travail à faire sur soi. Et encore plus au niveau collectif, parce que on pourra y revenir sur les défis. Et donc, ça veut dire que chaque acteur, on a conscience en tout cas que ces acteurs sont en devenir finalement. Ils deviennent un acteur de changement. Et donc nous, modestement, on a conscience qu'on est un acteur institutionnel qui est en devenir d'être un acteur de changement. On n'a pas la prétention d'avoir réussi, on a la prétention de vouloir mettre en place un système et d'y travailler honnêtement, sérieusement, presque scientifiquement, en tout cas systématiquement, mais avec une vision profonde qui englobe du coup tout le monde. Et du coup, ça veut dire que cet acteur institutionnel, il fait la promotion des initiatives individuelles, il veut soutenir les activités collectives, il veut fondamentalement apprendre en fait de ces expériences. Il ne veut pas les mettre de côté en disant tant mieux c'est checklist pour cette année. C'est non, qu'est-ce qu'on apprend? Quel impact ça a sur votre vie? Quel impact a sur le quartier? Qu'est-ce qu'on peut renforcer de fait de cette expérience? Et ainsi de suite. Donc c'est un travail qui ne finira jamais parce qu'on veut apprendre toujours de ce développement. Et donc, c'est un rôle de soutien, de coordination, bien sûr. C'est aussi un rôle, pour nous, en tout cas, d'accompagnement, de soutien d'actions d'éducation, parce que Hugo l'a dit dès le départ, en fait,
on commence par la connaissance, en fait. On a envie d'apprendre. Et donc, nous, on considère que l'éducation, effectivement, c'est la pierre angulaire sur laquelle on va pouvoir permettre à cette société de progresser. Et donc, une éducation évidemment ouverte, une éducation qui va favoriser ce service à l'autre, et donc c'est une éducation spirituelle, une éducation aussi sociale, c'est-à-dire pas seulement éducation, mais des actions aussi sociales, je voulais dire, dans le sens où on veut aussi une empreinte concrète dans la réalité, dans notre quartier, quelle action ça a, quelles actions on est en train de mener, qu'est-ce que ça a comme impact de nouveau et qu'est-ce qu'on apprend. Et donc c'est un vaste champ pour nous. Le rôle de l'institution, c'est vraiment un grand rôle de coordination qui favorise l'unité, la coopération, la réciprocité et qui favorise ce système d'apprendre sur l'action et de réfléchir sur cette action et puis de revenir sur l'étude de ce qu'on a pu avoir comme expérience acquise et puis qui revient sur l'action. Donc, comme disait aussi Hugo, ce n'est pas d'être prêt, on ne sera jamais prêt pour agir pour l'amélioration du monde si on ne se met pas dedans, si on n'agit pas sur le terrain. Donc, effectivement, il faut à la fois favoriser l'action, mais à la fois, pour ne pas tomber dans le piège de la frénésie, d'en faire trop et puis de s'arrêter par trop d'excès parce qu'on n'a pas... Voilà, on est découragé par un premier revers. Bien, il faut aussi, voilà, avec ce système, ça modère un peu le fait qu'en réfléchissant sur ce qu'on a fait, on voit le progrès aussi. Parfois, même dans les revers, on voit le progrès de ce qu'on a pu faire. Et donc, c'est vraiment presque une culture qu'on est en train de promouvoir à travers toutes ces actions de soutien et d'action réflexion qui permettent d'être complètement simples en fait. Comme on disait, ces actions peuvent commencer dans les quartiers, là où on habite. On n'est pas forcément nombreux, tout le monde n'a pas forcément envie d'y participer, ben d'accord. On commence avec ceux qui ont envie, c'est-à-dire on ne cherche pas la perfection, on est convaincu, en revanche, que c'est une aspiration de beaucoup de gens, mais c'est à nous de trouver comment créer ces liens, c'est à nous de profiter de l'expérience acquise pour qu'on puisse trouver d'autres moyens et peut-être parfois les vidéos et parfois effectivement. Donc évidemment, ce que l'on promeut, eh bien, c'est adressé à tous. C'est pas adressé à un groupe, c'est adressé à tous les êtres humains, quel que soit leur âge et quelles que soient leurs origines. Parce qu'en fait, c'est comme un être humain, chacun si le monde est comparable à un être humain, on voit bien que tout le monde n'a pas la même fonction, ou chaque cellule dans le corps n'a pas la même fonction, mais par contre, tout est utile. Et on a besoin de tous. Et donc, c'est comment, petit à petit, on réalise, en fait, on conscientise qu'on est reliés, qu'on est interreliés et qu'on a besoin des uns des autres. Merci beaucoup. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de points communs dans ce que vous dites et déjà la notion d'éducation est revenue finalement dans vos 3 interventions et dans l'éducation on peut entendre évidemment l'éducation qui est transmise mais aussi s'éduquer soi-même en fait et on s'éduque aussi finalement dans l'action en faisant des choses et donc j'écoutais avec intérêt cette notion d'apprentissage parce que ça fait aussi un peu... quand on pense à institution, souvent je pense qu'on pense à institution comme un organe de pouvoir, un organe de direction, un organe qui prend des décisions sans être connecté en fait avec le concret et la réalité du terrain. Mais j'entends de cette intervention qu'on est plutôt dans une volonté d'apprendre les uns des autres. Et on voit en effet qu'une institution ne peut apprendre que si finalement l'individu est en mouvement, que si elle se soutient collectif. Donc,
en partant de ces quelques éléments sur apprentissage, éducation et l'action, surtout encore une fois, frapper aux portes et ouvrir la porte, comme disait Sophie, lorsqu'on l'ouvre, lorsqu'on frappe. Est-ce qu'on peut peut-être prendre quelques minutes avant de passer à une réflexion tous ensemble, mais sur les défis? Vous en avez déjà mentionné quelques-uns, donc est-ce qu'on peut peut-être mentionner d'autres défis que vous n'auriez pas mentionnés, mais au-delà de la mention des défis, c'est comment est-ce qu'on les surmonte? Qu'est-ce que, Sophie a déjà touché un peu du doigt cette notion de qu'est-ce que des défis peuvent... Est-ce que des défis peuvent apporter quelque chose, en fait? Est-ce que des échecs, j'ai envie de dire, peuvent être vus quand même comme quelque chose de constructif? Et peut-être également quelques mots sur... de votre propre vécu, de votre propre expérience et de votre propre ressenti. Votre expérience dans votre action, qu'est-ce que ça vous a apporté? Le collectif, qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui viennent, qui participent? Comment l'institution, on ressent ce que ça... En tant qu'institution, comment est-ce qu'on sent que ce qu'on apporte est utile en fait à la société? Donc voilà, les défis, comment est-ce qu'on a surmonté, s'ils ont pu être surmontés, peut-être que certains défis n'ont pas pu être surmontés. Et donc quelques mots sur les défis et sur l'apport de votre expérience. Alors peut-être qu'on peut reprendre avec Hugo. Les défis, non, je pense que je les ai déjà plus ou moins listés. Après, il n'y a pas vraiment de liste exhaustive. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'un défi dans un projet comme ça, c'est pas un obstacle en fait. Un défi, il faut le prendre un peu d'un côté sportif, c'est un challenge. S'il n'y avait pas de défi, au final, on s'ennuierait un petit peu. Et c'est gratifiant de combattre ces défis, d'accéder de les combattre. Donc non, je pense que faut pas baisser les bras. Les défis, il y en aura toujours. Il faut garder cet état d'esprit, tout simplement, qu'il y aura toujours des défis en fait à surmonter. Et si on les surmonte pas tous, ben, c'est pas grave. Je pars du principe aussi qu'on apprend dans l'erreur et on apprend beaucoup mieux dans l'erreur. Donc bien sûr qu'on fera des erreurs, mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Et justement, dans l'apprentissage, qu'est-ce que ça apporte? Ben, je le disais tout à l'heure, moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je l'ai dit, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, moi, ma caméra, c'est un peu un prétexte pour aller dans des endroits dans lesquels je ne serais pas allé sans ma caméra. Enfin, en tout cas, c'est un prétexte. Et ça me permet de découvrir énormément de personnes, énormément de gens. Soit ça en est la preuve. Sans cette caméra, je ne serais pas là. Et c'est un apprentissage infini, en fait, parce que comme vous l'avez dit, on apprend dans l'autre. Et c'est comme ça qu'on déconstruit les préjugés. Moi, vraiment, mon combat, entre guillemets, de base, c'était de déconstruire les préjugés. Et on parlait d'éducation. Donc forcément, ça fait écho à ça. Je me suis rendu compte, en fait, que les préjugés, c'était tout simplement... C'était pas quelque chose de mauvais. Parce que j'avais toujours... moi qui suis quelqu'un de très ouvert de base, j'avais du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on pouvait ressentir des préjugés. Et finalement, le préjugé, c'est... Comme vous avez pu le dire tout à l'heure, c'est la peur de l'autre, et la peur de l'autre dans la méconnaissance de l'autre. Dès qu'on ne connaît pas quelqu'un, dès qu'on ne connaît pas un univers, une culture, on crée des raccourcis, parce que c'est humain, c'est comme ça, on fonctionne comme ça, on a besoin de raisonner, et quand on manque de connaissances, on crée des raccourcis, et c'est dans ces moments-là que ça crée des préjugés, des choses qui sont erronées, et la connaissance, du coup, c'est le seul moyen de déconstruire ces préjugés. Donc, rendre accessible la connaissance au plus grand nombre possible. Tout à l'heure, vous parliez de quartier. Moi, du coup, c'est un peu plus dématérialisé parce que c'est sur Internet, mais c'est un peu la même chose. C'est un quartier un peu virtuel. Chacun peut, de n'importe où en France ou ailleurs dans le milieu francophone, en tout cas, parce que c'est des vidéos en français. Mais voilà, n'importe qui peut y avoir accès. Et c'est ça que ça m'apporte aussi, parce que je parle de mon enrichissement personnel, mais la vidéo, c'est quand même fait à la base pour les autres. Donc, autant que ça apporte au plus grand nombre.
Et voilà. Mon combat, c'est vraiment faire accéder la connaissance au plus grand nombre possible pour justement déconstruire ces préjugés, si possible, du moins, comme vous disiez, à petite échelle, mais c'est déjà ça. Voilà, apporter ça bien, exactement. Merci beaucoup. Pour ce qui est de l'association SUE, le défi était effectivement énorme. Énorme parce que faut bien voir qu'on vivait encore au début des années 2000 dans l'idée que les droits de l'homme sont suffisants pour la cohésion sociale. Que finalement, en appliquant les droits humains, chacun individuellement, on concourrait naturellement à l'intérêt général. Bon. Donner aux protestants une église, aux catholiques aussi une église, aux juifs une synagogue, aux musulmans une mosquée, etc. Bah, ça suffit, les uns et les autres vont dans leur communauté, les uns le dimanche, d'autres le samedi, d'autres le vendredi. Bon, et puis la société s'organise comme ça, c'est très bien. Sauf qu'il y a des effets pervers, comme disaient les sociologues, des effets non voulus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les uns et les autres finissent par se replier dans leur communauté et puis de se croiser un peu comme des bateaux dans la nuit, sans jamais se voir. Et ça conduit effectivement au communautarisme, au repli sur soi, voire à l'individualisme aussi, totalement. Et petit à petit, on montait aux extrêmes, aux haines, au rejet, à la xénophobie, au racisme, etc. Et notre société n'est pas fondée, en France, sur les communautés, mais sur des individus libres et égaux en droit. Libres et égaux en droit, parlons-en. La liberté est un droit, l'égalité est un droit, mais la fraternité, c'est ni un droit, c'est ni un devoir, c'est un sentiment. Et un sentiment, il ne peut pas être décrété par une loi, il ne peut pas être défendu à coup de décisions gouvernementales. Vous voyez, la fraternité, elle se ressent de l'intérieur, ou pas. Donc, comment susciter cette fraternité entre les religions? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que les religions, les communautés religieuses, déjà, secrètent la fraternité en elles. Je dirais que c'est le point fort des communautés. Elles font ce qui ne se passe pas à l'extérieur d'elles-mêmes. Elles suscitent, elles savent générer entre leurs membres quelque chose de solidaire, de fraternel, de chaleureux. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui sont isolées et qui frappent à la porte des communautés religieuses. Je suis persuadé que c'est votre cas chez les Baha'is, et qui trouvent une communauté chaleureuse, amicale, fraternelle. J'en suis sûr. Sauf qu'en plus, vous proposez, au-delà de votre propre fraternité, un réseau relationnel fraternel également avec les autres. C'est ce que fait l'association SUE. On propose en plus que la personne qui frappe à l'intérieur d'une communauté pour trouver un peu de chaleur puisse aussi avoir avec elle un réseau relationnel sur le quartier, pour qu'elle puisse retrouver aussi une confiance en elle, un regard positif sur les autres. Et c'est ça, c'était tout le défi, effectivement, faire en sorte qu'au sein même des communautés religieuses, il y ait une envie de fraterniser avec les autres. Je crois qu'au final, ce que nous faisons, c'est une petite goutte. Et que tout est à reprendre en permanence, sans arrêt. Il suffit qu'il y ait un responsable de communauté qui change pour que toute la communauté change. Ça va vite, ça va vite. Et donc, tout est à reprendre souvent à la base. Et notre petite association n'a pas les moyens, évidemment, à son niveau, de pouvoir accompagner, susciter, encourager. Il faudrait bien plus. Il faudrait un accompagnement par les pouvoirs publics. C'est ce qui avait été pensé à l'origine des droits de l'homme. Rousseau, dans son contrat social, enfin c'est à la fin de son contrat, son livre sur le contrat social, il y a un chapitre sur la religion civile. Parce que la religion civile, c'est ce sentiment religieux justement qui se diffuse, qui se transforme en fraternité. Le recours aux religions pour Rousseau devait aussi être le ciment fraternel
de la société. Mais il avait tout de suite vu qu'un contrat, c'est un peu sec. Ça ne suffit pas pour susciter l'envie de coopérer ensemble. Et donc, il faut la fraternité. Et puis, il faut trouver aussi des points communs entre les religions. La liberté est un bien commun. L'égalité est aussi un bien commun. Et donc, ce sont des biens communs que l'on partage entre nous. Donc, au-delà de l'intérêt général qui s'appuie un petit peu sur une volonté qui se superposerait aux intérêts individuels et qui, parfois, leur intérêt devrait se réaliser, moi, je préfère parler de biens communs et d'intérêts communs. C'est-à-dire des intérêts qu'il y a entre les personnes et aussi les communautés, les groupes sociaux, de partager en commun des valeurs, notamment, comme la fraternité, comme la liberté, comme l'égalité. Et donc, cela n'est possible qu'en dialoguant, en échangeant et en trouvant effectivement un axe où, plutôt que d'affronter les religions les unes envers les autres, comme ça se passait par le passé. Au Moyen-Âge, il y avait des dialogues interreligieux, mais c'était des disputations, c'est-à-dire des confrontations, des joutes théologiques. Et ça conduit évidemment à la guerre. Alors que là, l'idée, c'est au contraire, dans l'association, de trouver des points communs, on dialogue en petits groupes, mais bon, on trouve le chemin ensemble. Et ce plaisir-là, c'est vraiment un plaisir de ressentir le sentiment de fraternité est tel qu'il en a fait oublier chez certains responsables de communauté leur propre conviction. Je vais donner un exemple, et je terminerai par là, mais c'était à Puteaux, dans la salle, une des salles municipales, c'est le cinéma, celle du cinéma. Je trouvais, on organisait un dialogue interreligieux sur le thème époux-épouse. Bon. Et ce jour-là, c'était à l'époque François Hollande qui était président de la République, on a introduit à l'Assemblée nationale le débat sur le mariage pour tous. Je peux vous assurer que dans la salle, tant M. le curé, M. le rabbin, M. l'imam, etc., étaient fortement opposés au mariage pour tous. Enfin, c'est pas la peine d'en faire une description, n'est pas important. Pas un mot n'a été dit pour contester le mariage pour tous lors de cette rencontre. C'était facile d'utiliser cette tribune pour s'offusquer, pour s'opposer, pour faire valoir des pannes. Alors, je ne sais pas quelle est votre explication, mais la mienne, c'est de me dire qu'il y avait un tel plaisir d'être ensemble, d'être réunis ensemble, de trouver des points communs ensemble que, bon, on fait quand même société, on contribue, on a une utilité sociale aussi, et puis chacun ses convictions, mais avançons malgré tout, faisons fructifier le vivre ensemble. Merci en effet d'avoir fini avec ces mots où on retient en fait qu'il faut... il y a toujours des éléments sur lesquels on peut construire ensemble, peu importe nos différences, et donc allons puiser finalement dans ce qui nous réunit. Donc ça répond un peu à cette question qui est qu'est-ce que cela apporte? Et bien ça apporte de découvrir les points communs que nous avons les uns avec les autres et de pouvoir à partir de là bâtir finalement ce changement. Oui, alors pour ces défis, je crois qu'évidemment ce qui a été dit est déjà présent. En fait, si on veut extrapoler, finalement, on voit que nous avons un monde fragmenté, une société individualiste qui ne sait plus être en lien avec l'autre, qui est forcément un étranger, même s'il n'est pas étranger, il est juste, c'est moi et les autres, ou alors c'est nous et les autres. Et donc, on participe en fait tous à ce défi de devoir, avec ce que nous sommes en train d'évoquer ce soir, mais on fait comment? Parce qu'en fait, on a des forces là de la société qui font tout le contraire, qui nous tirent vers une autre réalité. Et c'est vrai que c'est des forces de la société qui sont là et qui seront sans doute là encore longtemps et qui sont très puissantes. Mais on est aussi convaincus, et ça déjà c'est une première chose, d'être convaincu qu'il y a des forces d'intégration qui animent aussi des groupes, des personnes dont je crois on fait partie, c'est-à-dire on est convaincu qu'il y a autre chose à construire. On est déjà convaincu qu'on peut faire autrement que ce qu'on nous voit et ce qu'on nous dit à longueur de temps. Et on a des expériences. Chacun là a des expériences. Donc, ce n'est même plus une question théorique, c'est une question réelle. Et donc,
les défis, c'est vrai que nous, quand on parle du préjugé, c'est comment on rassemble ces gens de diverses origines et qu'on favorise cette participation universelle. Pour nous, particulièrement les jeunes, comment aider les jeunes à s'orienter face à cette période cruciale dans laquelle ils sont, à leur doter de capacités pour qu'ils puissent pleinement diriger leur énergie vers l'amélioration de cette société. Donc, ça, c'est notre plus grand, je dirais, défi. Je ne vais pas m'étaler sur d'autres pour dire qu'un des moyens qui est pour nous, et je crois que d'une certaine manière, c'est ce que vous avez évoqué dans votre expérience, je vais vous dire pourquoi, le mot pour répondre à beaucoup de nos défis, c'est la consultation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un système, alors pour nous, c'est vraiment très, très puissant, puisque c'est comme une brillante lumière, ça nous ouvre la voie, ça nous conduit vraiment dans l'espace, justement, où on a besoin ensemble, alors que les opinions, là, sont complètement différentes, alors qu'on a un projet, on ne sait pas si on va arriver à le mettre en place, on est tellement différents qu'on n'a pas les mêmes approches. Donc, comment on fait pour arriver à un consensus? Alors là, c'est le top, le consensus. Mais au moins, à se mettre d'accord globalement, un minimum. Et donc, en fait, c'est vraiment intéressant parce que cette approche de consultation que du coup est pratiquée évidemment dans les familles, au sein d'un groupe, au sein de notre conseil, c'est que chacun, évidemment, l'égalité du droit de la femme, j'en ai pas parlé, mais c'est intégré. Donc, chaque personne a le droit d'intervenir et est respectée dans son droit de parole et écoutée. Mais d'un autre côté, ce droit-là ne s'impose pas aux autres. Donc, son opinion, il l'offre à la collectivité. Donc, le choix n'est plus sur des opinions où les opinions sont élevées au niveau du fait. Non, une opinion, ça reste une opinion. Par contre, on peut s'enrichir de faits, de données empiriques pour pouvoir vraiment, on a besoin de s'appuyer sur la réalité et donc sur des connaissances. Mais ensemble, on essaye vraiment de se détacher de ce qu'on apporte parce que le plus important, c'est de rechercher soit une solution ou de mieux comprendre la réalité et on accepte que c'est une décision collective, c'est un effort collectif. Et donc, à un moment donné, il peut y avoir un consensus et là, c'est magnifique. Mais effectivement, on n'est pas né en sachant consulter, donc c'est pas aussi simple. On apprend toujours à le faire. On le fait mieux aujourd'hui qu'hier et on le fera mieux demain. Mais parfois, on n'arrive pas à ce consensus et donc c'est une majorité qui décide. Mais la minorité qui n'était pas, qui n'a pas voté pour le projet ou pour quelle que soit l'idée, elle va soutenir cette idée, même si ce n'était pas la sienne. Et ça, je crois, fondamentalement, dans un collectif, ça change tout. Ça change l'effort que chacun va faire pour ce bien commun, pour cette amélioration qu'on a décidé ensemble. Et on peut se tromper, et alors ? Eh bien, on revient dessus et on réajuste et on a d'autres faits et on s'appuie sur d'autres réalités et on change et on avance toujours ensemble. Donc, c'est vraiment un processus extrêmement dynamique, extrêmement puissant, qui est à la portée de tous, évidemment, ça n'est pas à portée de... C'est ouvert à tous, mais ça montre qu'un des défis presque insurmontables, parce que je vous assure que d'avoir des opinions différentes et sortir d'une séance avec un consensus, c'est extraordinaire comme expérience. Et puis, comme il a été dit, quel impact, ou peut-être je sais pas, quel impact en général ou quel impact sur le monde. J'aurais peut-être deux choses à ajouter là-dessus. En fait, quand quelque chose avance
dans ce monde, surtout bien informé, mais pas toujours sur les bonnes choses, c'est assez invisible. Parfois, là, tout à l'heure, on en a parlé aussi des choses invisibles. Et donc, je vous assure que quand des groupes de personnes dans des quartiers, comme vous l'avez dit, des groupes de jeunes ou des groupes de différentes nationalités, religions, travaillent ensemble, participent ensemble et dont le mode de vie devient de plus en plus coopératif, c'est sincère, c'est généreux, ils sont dignes de confiance, on vient les voir, ils apportent des améliorations, là, ici, ils vont nettoyer le quartier, là, ici, ils vont mettre... C'est-à-dire, un certain nombre de choses se passent là, au niveau de ce quartier, pas juste un petit groupe de personnes, c'est absolument une influence positive et a un impact énorme en fait sur leur famille, sur le quartier. Et ça, c'est des choses qui sont invisibles peut-être aujourd'hui, mais qui ont pour nous une très grande valeur, l'impact de ce genre de puissance collective et positive. Et ça fait très chaud au cœur parce qu'on peut le voir de plus en plus. Donc, on peut le voir certainement en France, on peut le voir, et là, j'en viens au deuxième point. En fait, les conseils nationaux comme on a ici en France, il y en a au moins dans 188 pays. Et donc, on sait que dans 188 pays, ce système est en place, fonctionne, et donc on est reliés, et donc on apprend des uns des autres. Et donc, je peux juste citer que, par exemple, en Inde, eh bien, de plus en plus, on peut observer que le phénomène des castes, eh bien, il perd de son pouvoir dans ce fonctionnement-là. Et donc, ce n'est pas le but premier de vider ce pouvoir des castes de cette communauté, mais c'est quelque chose qui est le résultat. Ce n'est pas visible, ça ne fait pas de bruit, mais c'est extrêmement puissant. Et puis, pour terminer, s'il y a une coopération aussi entre ces au moins 188 pays, parce qu'il y a un conseil international. Et donc, on est aussi au niveau international accompagné. Et donc, il y a une coordination, il y a une harmonisation, il y a aussi un modèle pour lequel nous tendons à nous améliorer aussi grâce à cet apport. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois. Je pense qu'on peut vraiment vous remercier et vous applaudir pour cette première partie. Terminé, mais je vais déjà quand même vous remercier parce qu'en effet, vous nous avez apporté votre propre expérience, vos apprentissages et comme je vous disais au début, l'objectif de la soirée est d'être inspirés les uns des autres. Pas uniquement de venir écouter, mais de pouvoir aussi apprendre, et ça a été le mot d'ordre finalement de cette soirée, apprendre ensemble, apprendre les uns les autres et les uns des autres. Et donc, on aimerait, avant d'avoir une partie où on va pouvoir poser des questions aux intervenants, on aimerait vous proposer, alors pour certains, c'est quelque chose qui est habituel, pour d'autres non. Donc, on espère que tout le monde va s'y retrouver dans ce deuxième format. Proposer de se retrouver, ben c'est très bien. On va faire un groupe ici, un groupe de ce côté. Je pense qu'il y a suffisamment de personnes dans chaque groupe pour que ce soit interactif. Vous proposez de réfléchir ensemble et ensuite on se remettra en grand groupe pour ensemble, avec nos trois panélistes, nos trois intervenants, pouvoir échanger. Donc ce sera aussi le temps où on sera tous ensemble, ce sera aussi l'occasion de poser des questions plus précises. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu plusieurs personnes noter, donc il y aura un temps de questions. Mais avant ça, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble finalement ? La thématique étant devenir acteur du changement, favoriser l'unité dans la diversité, à partir de ces expériences d'individus, d'associations, d'institutions. D'abord, où est-ce que je me positionne, moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais déjà ou que j'aimerais déjà faire? Est-ce que je suis plutôt dans l'attitude d'un individu ou d'un collectif peut-être? Ou peut-être suis-je membre d'une institution et ce qui a été dit là peut m'inspirer et peut m'aider à justement permettre que l'institution ou le collectif ou moi-même en tant qu'acteur, je devienne un acteur du changement. Donc, on aimerait simplement vous
proposer pendant une 15-20 minutes, pas plus, de prendre ce temps de réflexion. Il va y avoir un animateur. L'animateur a simplement pour mission de s'assurer que tout se passe bien et que tout le monde a pu avoir la parole. Donc Julie, je propose peut-être de rester dans le groupe qui est de ce côté, et Alain a accepté, donc Julie et Alain ont accepté d'animer les deux petits groupes. Je m'excuse d'avance auprès des personnes qui sont en visio parce que c'est la première fois que nous testons ce format, donc nous n'avons pas la possibilité de vous proposer des petits groupes en visio, mais ne partez pas, puisqu'il va y avoir un temps de questions-réponses. Donc, si vous voulez bien en visio, vous pouvez, voilà, pendant une quinzaine, vingtaine de minutes, réfléchir aussi vous-même et venir ensuite partager avec nous le fruit de vos réflexions et poser des questions à nos intervenants. Et puis, on va nous-mêmes naviguer dans les groupes. Donc, je vous propose qu'on se mette vraiment en format groupe dans la salle pour pouvoir échanger ensemble et de manière très informelle.